Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est fini, le temps de l'abondance. C'est fini, le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron. Si nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main.
maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Eh ben bonjour, Bajned, je vois que ça discute du Bajned qui est le salut amical de la communauté du monde moderne, des modernos. Hein. Maintenant, vous expliquer au nouveau comment ça fonctionne. C'était un tweet de poche de Gérard Larcher lors de l'investiture de notre cher Présirois qu'on a vu hier en col roulé nous expliquer que le Conseil national de la fondation, ça allait être super. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller taper sur des casseroles sur vos balcons en disant « C'est la revue de presse du monde moderne, vas-y, on se réveille !» On est réveillé depuis longtemps, à vrai dire, mais bon, on a envie de taper sur des casseroles, ça nous manque, et comme on ne pourra pas le faire cet hiver, peut-être pour se chauffer, mais pas forcément sur le balcon, part pour rejoindre papy et mamie qui mangeront leur gâteau de Noël après la 5e dose et avec leur masque. Ça, c'est seulement si nous serons dans la 8e, 9e, 10e vague. Je ne sais pas, c'est vrai qu'on a un peu laissé de côté les vagues en ce moment. On est plus concentré sur la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine. Que voulez-vous? La variole du singe n'a pas pris non plus. Alors... n'hésitez pas bien sûr à taper sur des bambous ou des casseroles, à vous abonner comme le font Eve-Marie, M. Cassiopée, Sofrek et d'autres qui cumulent 13 mois, 18 mois pour M. Cassiopée, merci, 6 mois et 9 mois d'abonnement pour d'autres. Bref, par l'étoile, merci, 6 mois d'abonnement, conciliéré, 9 mois d'abonnement, nouvelle saison. Merci à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui nous suivent, tout simplement, il suffit de cliquer pour nous suivre. Cette chaîne s'appelle Le Monde Moderne, on y fait revue de presse de la presse oligarchique tous les matins ou presque, à 9h ou presque, et puis on a des goodies formidables comme par exemple ce magnifique élastique à chibre d'une valeur très modeste, hein, puisqu'il suffit d'envoyer une lettre timbrée à vos noms et adresses à l'adresse du Monde Moderne qui apparaîtra en fin de cette revue de presse pour recevoir ce magnifique objet qui brille dans la nuit, qui vous permettra de vous démarquer de la foule haineuse ou la foule sentimentale, puisque nous en sommes là. Alors, maintenant, ces présentations de base ayant été faites, nous allons commencer la revue de presse. Et oui, et on va commencer par une nouvelle assez exceptionnelle. Vous pétez tous des câbles. Non, tout va bien. Hier, j'ai fait un space aussi. Merci à ceux qui m'ont invité pour prendre la parole. On a pu parler assez longuement, de manière plus sérieuse, de l'état de notre pays et du monde. Et puis, pour le train de boost, merci à tous. Cette chaîne continue de monter sur Twitch, puisque nous utilisons les réseaux sociaux pour ce à quoi ils servent, c'est-à-dire faire de l'audience. Ça passe. Ça passe et ça passe. Alors, ce qui passe, c'est un missile au-dessus du Japon. Et oui, les Japonais ils ont eu droit à ça. Attention, vous allez voir, c'est assez flippant. Il y a eu un test balistique d'un missile de Corée du Nord qui est atterri de l'autre côté du Japon. Alors, heureusement, il est tombé dans la mer. Vous me direz, tant pis pour les poissons. Mais les Japonais ont quand même eu un peu la frousse. Ça donne ça.
On est mardi. Ouais, on est mardi, vous mettez le doute. On est mardi et un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon. Voilà, tout va bien. C'est un peu flippant, on se croit un peu dans Squid Game, c'est vrai. C'est avec le ciel bleu et tout. La petite voix japonaise, pas coréenne pour le coup, mais c'est assez phénoménal. Et voilà. On a commencé par ça. Vous allez voir, on va parler aussi moralisation de la vie politique, puisque hier, quand même, je tiens à le rappeler, on a eu droit à la mise en examen donc d'un ministre de la Justice devant la Cour de justice de la République pour trafic d'influence, je ne sais plus exactement, Dupond-Moretti. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, également a été mis en examen sous statut de témoin assisté pour trafic d'influence. Il avait pourtant été sauvé par le président Macron qui lui avait fait un mot d'excuse. Mon collaborateur est innocent, allez vous faire foutre. Un truc du genre, c'était merveilleux. On a eu évidemment Emmanuel Macron s'agitant en col roulé pour nous parler du CNR. Avant de parler moralisation, je voudrais vous faire un petit rappel utile. Ça, c'était quand Macron était candidat. C'était quand il était candidat. Regardez, pardon, pas le Japon. En même temps, oui, c'est un peu une sirène perpétuelle depuis que c'est la Macronie. Notre pays, on a l'impression que c'est pas des missiles coréens qui volent, mais que c'est pire. Alors attention, regardez, ça c'est formidable. Oui, merci Anticorps, je tiens à les saluer parce que sans eux, bien le PNF avait classé gentiment l'affaire Colère. Regardez ce que disait Macron à propos des mises en examen lorsqu'il était candidat. C'est assez croquignolesque. Quand même sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Ah bah oui, évidemment, j'ai envie de dire. Et vous, mis en examen. Et alors vous, 40 personnes, Mediapart révèle que 40 personnes dans l'entourage d'Emmanuel Macron sont mis en examen, c'est vous dire, et tout va bien. Et le mec est là, il te dit, et ça passe, et ça passe. Mais bordel, à quel moment on arrête ? 40 personnes dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron mis en examen, que ce soit Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui était le monsieur loyal de la Macronie, que ce soit Thierry Solaire, conseiller proche du président, que ce soit Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, le ministre de la Justice, chouchou de Macron. Bref, on n'en finit plus. Et puis rappelez-vous, au-delà de cette petite moi je mis en examen, je machin. Regardez, c'était beau, c'était magnifique. C'était à l'époque, il faisait comme Trump, il se filmait en train de signer des trucs à son bureau. La loi pour la confiance dans la vie politique et la loi organique pour la confiance dans la vie politique, que je viens de signer, qui sont donc aujourd'hui promulguées. Ces deux lois, ce sont des engagements de campagne importants, qui constitue une vraie rénovation de notre vie politique. L'impossibilité d'embaucher un membre de sa famille est ainsi maintenant promulguée. L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. On dirait du Mosinor, c'est lui, c'est vrai. Nous l'avons fait. Et l'impossibilité de ne pas rendre compte de ces indemnités est aujourd'hui promulguée. Et bien d'autres avancées qui étaient souhaitées par nos concitoyens. Voilà, c'est magnifique, c'est notre super président. Et là, on a... voilà, c'était à l'époque où il singeait Donald Trump, où il s'entourait de mecs qui étaient comme ça. Alors lui, il était assis plus haut, il fallait pas que les gens le dépassent. Et il signait, il n'avait pas encore fait toute la déco de l'Élysée, Brigitte venait d'arriver, elle était encore en train de prendre ses marques. Alors, est-ce que je vais mettre du beige ? Choupinet, est-ce que je mets du beige ou est-ce que je mets du beige ? Non, parce que j'adore le beige. Ah ouais, ça me rappelle le Touquet. Oh tu fais ce que tu veux, c'est rien. De toute façon, ici, c'est nous. Maintenant, on va pouvoir s'essuyer les pieds sur la moquette. La moquette, justement, je compte bien la changer. Ah putain, c'était le début d'une histoire d'amour avec les Français qui a fini dans le sang, et qui continue dans le sang d'ailleurs. C'est merveilleux. Oh. Donc là, voilà, c'était juste un petit rappel pour savoir à qui on a affaire quand même quand on parle d'Emmanuel Macron. C'est un menteur compulsif. Il a recruté une secte de zozoteurs, des gens qui zozotent et qui mentent aussi bien que lui, et qui ont des costumes cintrés pour après dire aux Français qu'il faut un peu arrêter l'abondance et faire des efforts de sobriété heureuse. Voilà, j'ai mis trop bien Jean-Brigitte, merci. Ouais, je trouve que je la tiens bien, ouais. Putain.
Putain de merde, mais le niveau, les mecs. Eh, c'est notre pays, il faut arrêter de rigoler en fait. Hein. Non, parce que tous les matins on rigole, mais après, moi, je me rends compte qu'on parle de notre pays. Hein. Mais ça passe, comme dirait Édouard Philippe. Et ça passe. Et là, je lui demande, mais tu peux baisser ton froc, s'il te plaît? Ça passe. Et là, je lui dis, enlève ton caleçon aussi. Ça passe. Et là, je lui mets un petit doigt comme ça. Ça passe. Alors là, bah, arrête. Les mecs, on va appeler le comité de veille des violences sexuelles et sexistes. Bordel. Oui, je crois qu'il y a un gros décalage ce matin. Mais tout est décalé. Coupé, décalé. C'est pas grave. Mais ça passe. Tant que ça passe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On les aura, ces connards. Ah là là. Tiens, hop, qu'est-ce qui se passe? Alerte BHL. Il est passé au-dessus du Japon. Tombé dans la mer à côté. Heureusement pour les Japonais. Alors, on commence la revue de presse avec Jean-Marc Jancovici, on ne le présente plus, c'est le lobbyiste du nucléaire et de la sobriété en même temps, puisqu'on peut être sobre avec le nucléaire, mais pas sans. Alors voilà, qui a une fondation qui s'appelle le Shift Project, qui est financée par les grosses boîtes du CAC 40. Il explique d'ailleurs en disant, oui, je mange avec une très longue fourchette à la table de ces gens qui font que polluer la planète. Je suis un peu leur fou du roi, hein. Je suis là pour les titiller. Et il répond aux lecteurs d'aujourd'hui en France. Vous avez aussi Michel Simès qui a guéri d'un cancer. Alors, Michel Simès revient parce qu'il a sorti un livre. Donc tous les moutons vont acheter le livre en disant « Ah, il est bien ce docteur médiatique. Ah, qu'est-ce que je l'aime bien !» Il est d'ailleurs référent santé pour les JO de 2024. Alors attention aux athlètes qui vont venir en France à Paris. Vous faites pas mal hein, parce que le mec est quand même... bon, c'est pas... À la base, il est acteur. Hein. Enfin, il est médecin aussi, mais il est surtout... Il est aussi apparemment... hyper intellectuel, en fait, hyper intelligent. Et voilà, vous allez voir, c'est assez génial. Alors, pourquoi je défends le nucléaire, dit Jancovici. Pourquoi pas? Parce que, voilà, alors, il explique très bien. Est-ce que porter un col roulé, comme l'a suggéré le ministre de l'économie, et comme l'a fait Emmanuel Macron hier à l'Élysée, il suait, il avait chaud. Le mec, il se met, je sais pas, il doit faire 25 à l'Élysée. On est encore, tu vois, c'est pas encore l'hiver, c'est même pas l'automne, c'est gentil, tu vois. Le mec se met en col roulé pour bien nous prendre pour des connards. Et il s'agite. Vous allez voir, il y a une super vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vous la mets après Janco sur les cols roulés. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi on ne peut plus t'héberger? Comment ça? Qui c'est qui peut plus? Vous pouvez plus héberger le stream du Monde Moderne? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais si, normalement, il n'y a pas de problème. Oui, alors, d'ailleurs, Janco explique que s'il n'y a pas eu de ville à vendre comme les villes, parce qu'on ne pouvait pas faire vraiment de béton, tout ça, le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont renouvelables, qu'elles ne se stockent pas et qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce que demande en investissement énergétique aujourd'hui. Salut Slip de B, bienvenue en live, c'est la première fois, salut. Alors, porter un col roulé, comme l'a suggéré Bruno Le Maire, suffit-il à répondre à la crise énergétique actuelle? Jean-Marc Jancovici éclate de rire. Bruno Le Maire doit avoir un copain qui fabrique des cols roulés. Ce qui est sûr, c'est que pour faire des économies, il faudra des gros gestes sur la mobilité. Par exemple, les loisirs, 75% des kilomètres parcourus en avion et 80% des longues distances en voiture. Un gros geste consisterait à partir moins loin et sans avion. En vélo, par exemple. Aller en Chine à pied, par exemple. Ou en vélo. Ce genre de choses. L'alimentation est à l'origine d'un quart de nos émissions. Plus de la moitié venant de la viande. Alors, manger des insectes aussi, ça va être le futur. Dans nos logements, on peut baisser le thermostat. 1 degré en moins, c'est 7 à 10% de chauffage en moins. Oui, ok. Et c'est surtout sauver nos valeurs, j'ai envie de dire. Alors, le col roulé n'est donc pas anecdotique. Hein. Le 4e poste de réduction concerne tous les objets de services qu'on achète. Derrière, il y a les usines qui tournent, les camions, les bateaux. La meilleure solution est d'acheter le moins possible. Au lieu d'offrir la dernière Barbie ou un pistolet à eau, donnez aux gamins 2 bâtons de bois, une feuille de papier, un crayon et demandez-leur de faire un travail d'imagination. Joyeux Noël! Ah non, tu manges pas le carton, connard, ça c'est pour manger. Ah non, mais attendez, il allait manger le carton. Enfin, alors, Enzo, t'es complètement con. Allez, va faire un gribouillis avec le bout de craie que je t'ai ramené. Ah ouais, c'est un beau Noël. Ah oui, ça me rappelle les beaux Noëls que nous avons faits. Et là, il y a Timmy qui arrive normalement. Attendez. Ah Bonjour.
bonjour père, bonjour à tous. Oh oui, lire Jean-Marc Jancovici m'a rappelé les Noëls que nous passions auparavant. C'est vrai que la sobriété, c'est quelque chose qui me connaît, puisque, à la mine, avec les enfants, et nous sommes nombreux d'ailleurs, nous faisons des Noëls où nous ne célébrons pas Noël. Tout simplement parce que nous n'avons pas le temps. Une messe, simplement, pour ceux qui sont croyants. Et pour les autres, des coups de pioche, des coups de griffe. Et on continue de creuser pour trouver du minerai. Parce que c'est précieux, le minerai, puis parce qu'il va falloir se chauffer cet hiver. Et comme on a ouvert des nouveaux tunnels pour les mines à charbon, ben c'est formidable. Voilà. Ah oui, des Noëls. Alors, si vous voulez faire un Noël décroissant, vous avez qu'à demander à Timmy. Voilà, il est beau, Timmy. C'est l'enfant de la mine. C'est... Oui. D'ailleurs, j'organise des visites de la mine pour ceux qui souhaitent venir. Vous pouvez venir avec vos enfants également. Certains restent ensuite, puisque nous proposons quand même des plans de carrière jusqu'à 14 ans assez ambitieux. Voilà. Donc, un beau Noël. Merci, Timmy. Merci, bon, je retourne taffer. Salut. Sinon... il propose ça, donc un petite feuille, un petit crayon et joyeux Noël. Hein. Et sinon, il t'explique, attendez. Hein, le fait de rouler dans des voitures confortables, d'avoir des locaux chauffés, hein, tout ça, des vêtements pas chers, ça, c'est vraiment du luxe quasiment. Difficile de changer, mais le combat va se gagner, hein, selon Jancovici, sur les valeurs. Même si on a un logement un peu plus petit, et si on achète moins d'habits, n'est-ce pas mieux de vivre dans un monde où il y a plus d'espoir, d'entraide et d'équité ? Oui, mais seulement si on mange les riches. Enfin, si on les mange, façon de parler. Seulement si on leur prend leurs sous. Vous verrez, on parle après avec un des auteurs du rapport Meadows qui explique que la faillite vient du fait qu'on n'a pas taxé assez les riches, en fait. Et qu'ils n'ont pas envie qu'on change de système puisque c'est ce qui les rend riches. C'est assez con, mais c'est comme ça. Comment peut-on être de gauche et pour la croissance ? Pour la croissance de la révolution socialiste mondiale. Voilà. Pour la croissance de l'équité. Pour la croissance. Mais la croissance, attention, parce que l'idée de croissance, elle est peut-être basée sur des erreurs de calcul ou même des erreurs sémantiques. C'est pas parce qu'il y a plein de sous pour des actionnaires qui ne savent plus quoi en faire que c'est de la croissance. C'est pas parce qu'on a des... Vous allez voir, Le Figaro fait un dossier sur les Français et le travail. Il y a comme qui dirait un hiatus entre pourquoi on travaille, qu'est-ce qu'on fait. Et pour les riches, le travail, c'est censé être un truc qui t'émancipe, c'est censé être un truc cool. Mais non, le travail, c'est juste chiant et t'as pas envie, en fait. Tu fais ça parce que tu as besoin de sous pour payer ton loyer, parce que tu peux pas être propriétaire. Et voilà, c'est compliqué. Donc voilà, soutenir le nucléaire, c'est pas anticiper le futur. Une centrale abîmée, oui. Alors, Janco explique que ouais, les centrales, c'est sûr. Il botte très vite en touche quand tu parles sécurité nucléaire. En t'expliquant que, mais non, allez. Mais bon, il est marrant, Janco. Tu vois ça ? C'est mon score à la présidentielle. Vas-y, mets ton doigt si tu peux, Macron. Ah, voilà. Qui c'est l'opposante préférée de tous les présidents qui se présentent ? Qui c'est l'opposante qu'on aime ? Qui c'est ? C'est Marine, évidemment. Alors, le Rassemblement National, Front National, va fêter ses 50 ans. Ah, merde. On a sauté. Ah non, on est revenu. Putain, ce matin, c'était un beau frais. Un beau frais. Oui, merci. COS 13, depuis le 22 septembre, tous les salariés travaillent pour les actionnaires. Hein. Alors voilà, un beau... Ça a coupé. Ah, il faut que je vous mette les petits logos. Attention, ça va couper. Bon, ça a coupé apparemment. Non, ça a coupé, je suis désolé. On fait aussi dans la sobriété énergétique, hein, que voulez-vous. Donc Marine Le Pen est interviewée dans Le Parisien aujourd'hui en France, le journal de Bernard Arnault, où elle explique que Macron est de moins en moins drôle, qu'il fait du comique de répétition, que ça va bien 5 minutes, que son groupe parlementaire fait de l'opposition constructive, mais de l'opposition quand même, et bref, qu'elle va fêter les 50 ans de son parti sans son papa, et qu'elle ne renie pas l'héritage, mais quand même. Hein, vous allez voir, c'est un peu compliqué. C'est Linky qui coupe. Ah putain, Linky qui va avoir le droit de couper vos chaudières l'après-midi, hein, parce que vous êtes au travail apparemment. Non, mais c'est pas normal. Normalement, c'est reparti là. Faites un refresh pour ceux qui ne captent pas. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on avait peu de soucis de connexion. Donc voilà, merci Marine Le Pen. C'est une interview sans intérêt dans Le Parisien où il parle de la rentrée en disant que ouais, ok, super. Pouf. Sinon, la carte vitale dématérialisée va débarquer.
Alors attention, c'est pas encore la e-carte vitale, c'est-à-dire que c'est une appli qui s'appelle App VC, c'est pas AVC, c'est App CV, carte vitale. Et donc tu dématérialises ta carte vitale à l'aide de fonctions biométriques, un peu comme pour les comptes en banque sur ton téléphone, pareil. Et il y a un QR code évidemment, puisqu'on ne saurait pas quoi faire sans QR code. Et voilà. Donc attention, la carte vitale dématérialisée débarque dans 8 régions test auprès de professionnels de santé et de volontaires pour faire ce test d'une carte vitale dématérialisée. Merci. Objectif de boost réalisé, promu 1100 fois. Bon ben merci pour la promotion de cette chaîne, même si ça bug ce matin et je ne sais pas pourquoi et je m'en excuse évidemment. Alors, bientôt la carte vitale avec une puce là au milieu du front, facile, mieux poli, pip. Et ça passe. Et là, je lui dis, tu vas mettre une puce au milieu du front. Ça passe. Et je lui dis, tu vas vivre dans une maison toute petite en carton. Ça passe. Et là, je lui dis, tu vas donner un rein pour la dette française. Ça passe. Ça passe bien. Hein. Ça passe. Oh, mais qui c'est Mais c'est Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice le plus gentil, c'est le chouchou de Macron. Du coup, Macron, il ne le lâche pas. Mais bon, quand même, il est un peu mis en examen. Et ben oui, parce qu'il voulait régler son compte avec des magistrats quand il était avocat. Du coup, c'est un règlement de compte avec Écoral, version justice République bananière. Lui se défend, Macron le défend. Parce que, oui, quand on est mis en examen, qu'est-ce qu'on fait, Emmanuel ? Qu'est-ce qu'on fait quand même sur votre conception des choses. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Et voilà. Et ben voilà, bah, c'est raté, hein. C'est raté. Donc il reste. Et donc voilà, il est gentil comme tout, il fait rire Brigitte, donc bon, forcément il reste. Dupond-Moretti doit démissionner. Ça, c'est les deux principaux syndicats de magistrats qui sont assez vénères. L'USM et l'ESM, syndicat de la magistrature, à ne pas confondre avec Sadomaso, ont souligné dans un communiqué commun une situation inédite pour le ministre au vu des soupçons d'atteinte grave à la probité qui lui valent ce procès. Ils craignent un nouveau conflit d'intérêts s'il devait nommer son propre accusateur, puisque en juin, il y a le départ de celui qui va être son accusateur. François Molins, lui, part à la retraite, et donc Dupond-Moretti, en tant que ministre, va nommer la personne qui va être son accusateur. Donc là, on a quand même un conflit d'intérêts, juste c'est pas possible en fait. Donc si on était une démocratie fonctionnelle et pas une plutocratie complètement pétée, le ministre aurait démissionné parce qu'il doit se préparer pour sa défense et qu'il ne peut pas rester ministre puisqu'il va nommer celui qui va l'accuser. Voilà. Ou bien là, on aurait une presse vent debout pour dire « Mais enfin, qu'est-ce que c'est ce bordel ?» Mais bon, il n'y a que Libé qui a fait sa couve sur Dupont. Les procureurs de France ne peuvent pas rester sous l'autorité d'un homme qui laisse ses intérêts personnels interférer avec la mission de service public qui lui a été confiée. Bien sûr, bien oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Monsieur Dupond-Moretti doit démissionner. Je suis encore d'accord avec ça. Voilà, ça c'est la présidente d'Anticor, Elise Van Beneden. Éric Dupond-Moretti, qui avait été mis en examen en juillet 2021, est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat. Bien sûr, lui conteste. Alors il était en Guyane, donc il s'est fait représenter lundi à l'audience. En tout cas, ça va aller beaucoup plus loin. La Macronie, c'est 40 personnes mises en examen autour d'Emmanuel Macron. C'était la promesse d'un gouvernement exemplaire. C'est le gouvernement du conflit d'intérêts permanent. Et tout ça sous vos applaudissements. Ou vos coups de casserole, c'est selon. Moi, ça me débecte. Sinon, en bref, ça c'est un petit entrefilet, hein. Le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Collère, mis en examen le 23 septembre, on l'apprend une semaine après, pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire, bien sûr, MSC, puisque c'était la famille de ses cousins, des cousins de sa mère, apparemment, qui gère, basé à Genève, hein, qui gère la boîte. Et bon, il aurait été un peu sympa, mais pas vraiment, il s'en défend. Il a dit, moi, j'ai fait mon boulot, toute indépendance de grand serviteur de l'État, ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, vous savez, il y a une nouvelle que j'ai pas mis dans la revue de presse, mais il y a plus de 45%, 47%, voire plus, du mobilier national qui disparaît quasiment chaque année, notamment à l'Élysée, au Quai d'Orsay. C'est-à-dire les mecs, quand ils partent avec les tableaux qui nous appartiennent. Et après, ils disent « Oh, j'avais totalement oublié où avais-je la tête ?» Alors, si par contre, Brigitte, tu peux reprendre tes tapis et tes tableaux dégueulasses, il n'y a aucun problème, ça, tu les gardes. C'est à toi, c'est cadeau.
Voilà, merci. Maintenant, on va refaire de l'Élysée un lieu commun où on va pouvoir travailler. Merci beaucoup. Et c'est diffusé jeudi soir, c'est Complément d'enquête qui fait un boulot assez phénoménal en ce moment. Je pense qu'ils vont pas durer longtemps sur France 2, mais bon, bravo à eux, ils tiennent bon la route. Voilà, donc il reste à son poste malgré tout. Il a toute la confiance, bien sûr, de l'exécutif. Les liens familiaux, bien sûr. La famille Aponte, voilà, qui est propriétaire du croisiériste MSC. Il est placé sous statut de témoin assisté au chef de trafic d'influence. Voilà. Il conteste avec force avoir commis tout délit, bien évidemment. François Bayrou aussi. Le mec, il est haut commissaire au plan, secrétaire du Conseil national macroniste. Il était ministre de la Justice, il était obligé de démissionner à l'époque, puisque c'était les emplois fictifs du MoDem au Parlement européen. Mais il est là, il est toujours là. Ils sont tous là. Opération économie d'énergie à l'école. Alors là, si vous avez des enfants, c'est le moment de les éloigner du téléviseur. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. J'ai pas de... Alors attendez, il faut que je trouve... Faut que je trouve où est cet article. C'est pas celui-là. Ça, c'est Dupont. Ah, ça va être celui-là, voilà. Oui, donc, polaire pour les élèves, fermeture le samedi, plein d'idées pour nos chères têtes blondes, pour qu'ils ne se pèlent pas trop à l'école. Sauvons notre planète. C'est le message qui sera brodé sur la veste polaire neuve que devraient arborer d'ici quelques semaines 310 élèves d'une école de Perrier dans la Manche. Sauvons nos finances aurait été tout à fait adapté alors que le gouvernement appelle à la sobriété énergétique avec la hausse des tarifs du gaz, de l'électricité ou des carburants. Gabriel Daube, c'est son nom, le maire UDI de cette commune, va baisser le chauffage de l'école. Ça, c'est bien une mesure de Daube. Et a commandé 6 000 € de vêtements tout chauds pour que les enfants ne chopent pas le Covid. Pardon, la crève. Enfin, on ne sait pas, qu'ils ne prennent pas froid. Et aussi pour les agents de l'établissement quand même. Il a répondu favorablement à l'appel du gouvernement dont l'objectif est de réduire notre consommation énergétique. À Perrier, le chauffage des classes, entre autres, sera réglé à 19 degrés. Annonce l'édile. Pourquoi cette température? Mais c'est la suggestion d'Elisabeth Borne qui s'appuie sur les données fournies par l'ADEME ou le Haut Conseil pour le climat. Dans les entreprises et les administrations, la loi fixe à 19 degrés la température, a rappelé récemment la Première ministre. On en parle tout à l'heure d'Elisabeth Borne, hier, qui a fait un discours merveilleux sur nos valeurs et l'Ukraine. Vous allez voir, c'était merveilleux. Alors, putain, monsieur Daube, maire de Perrier, filer des polaires aux élèves pour 6 000 balles alors que la facture énergétique est à 120 000 balles. Alors du coup, bon, c'est quand même compliqué. C'est une école moderne très vitrée. Et oui, donc en fonction des variations de météo, il peut faire très froid. Et pour éviter que les enfants grelottent, la ville a investi dans des polaires made in France. Voilà, c'est made in France quand même, Gabriel Daube le rappelle. Et puis sinon, il y a des écoles qui vont fermer le samedi matin et qui vont faire des télécours, des cours en ligne, comme au temps du Covid, parce que ça permettra de baisser un peu le chauffage dans la matinée et d'être un peu peinard. Donc voilà où on en est, c'est quand même pas génial. Sinon, on peut faire comme Platon et l'école des péripatéticiens, c'est-à-dire marcher et dérouler le cours. C'est quelque chose qui se fait aussi. Vous pouvez le faire aussi en courant, pourquoi pas. Mais c'est du grand n'importe quoi. Je vous avais promis le plan pull où vous auriez des tricoteuses de pull aux couleurs de l'Ukraine pour décembre. Et bien vous voyez, tout s'accélère. Les moutons sont quand même très très rapides à la manœuvre. Dès qu'il faut obéir, ils obéissent le plus rapidement possible. Ils se disent, c'est toujours ça de prix. J'ai obéi le premier, peut-être que j'aurai une médaille. On ne sait jamais. Donc voilà, les mecs vont vraiment très vite. Et pourquoi chauffer l'école quand on peut chauffer 30 logements? Non mais oui, bien sûr. Ouais, c'est dingue. Moi, c'est t'as envie de dire, bah écoute, merci Gabriel Daube, merci pour cette excellente initiative qui, j'espère, sera répliquée sur de nombreux territoires français, parce que c'est comme ça qu'on sauvera nos valeurs. Et notre pays aussi, avec des polaires marqués « Je sauve la planète ». Allez.
J'ai eu la chance d'avoir un bon cancer. Eh oui, Michel Simès annonce dans son nouveau livre qui sert à rien qu'il a eu un cancer en 2008, un petit cancer sur le rein qui a été opéré. Il n'a pas besoin de chimio, rien du tout. Ça s'est très bien passé. Et puis, il révèle également qu'il est quelqu'un à haut potentiel. Hein, parce qu'il ne comprenait pas, il a redoublé sa 6e, puis après, il a fait des études brillantes de médecine. Et voilà, donc il est brillant. Il est brillant. Il faut rappeler ses déclarations sur les non-vaccinés, c'est brillant. Hein, en disant, je m'en fous, hein, qu'ils soient les soignants qui refusent de se vacciner, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, on passe de Gabriel Daube à Michel Simès, j'ai envie de dire, c'est un peu ça la revue de presse de Karim Dancilla, toujours avec cette envie de vomir au bout des lèvres parfois, entre un rire et parfois un sanglot réprimé parce que l'actualité est tragique. On parle de ce missile qui passe au-dessus du Japon, mais est-ce qu'on parle aussi des discours de Vladimir Poutine? Non, peut-être, et pas assez sans doute. Et là, regardez, c'est ce que j'ai trouvé de meilleur de blague par rapport au col roulé de Macron, parce que bon, il était en surchauffe, hein. Il t'expliquait qu'il faut débattre, il faut des nouvelles méthodes, et puis il faut faire ça en col roulé, parce que, eh oui, c'est pour sauver nos valeurs. Et donc il s'agitait comme d'habitude, en étant tout rouge, et bon, il commençait à couler au bout de 13 minutes. C'est une vidéo sur YouTube, appel aux Français, de notre néo-manager public. Et voilà ce que certains internautes, un peu facétieux, je dois dire, ont fait. Ils l'ont transformé en traducteur de langue des signes de Poutine, et je dois dire que c'est assez bon. И в этом нет ничего нового. Ничего нового в этом нет. Западные элиты какими были, такими и остались. Колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта. Ибо цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира. Кто не с нами, тот против нас. Voilà, merci. Il y a des gens qui passent du temps pour faire ça, c'est cool. Alors, on en était... hop. Oh putain, on a encore de la route. Hein. C'est que le début de la revue de presse, les gars. J'espère que vous avez du temps devant vous. Hein. Vous êtes au travail, de toute façon, installé dans votre ordinateur avec un casque. L'open space est globalement ouvert, ou bien vous êtes sur un chantier ou au sommet de votre grue. J'espère que ça va, Bob. Je ne sais pas où vous êtes, ça fait que couper. Alors ça, je suis désolé. Ce matin, la connexion est dégueulasse. Je pense que ça y est, les mesures de sobriété viennent d'être imposées à la revue de presse du Monde Moderne, malheureusement. Et pourtant, on fait beaucoup d'efforts pour ne pas être sobre. Bon, allez, au revoir, Michel. Les Français, ils travaillent. C'est le bouleversifiant. C'est le grand bouleversement, c'est-à-dire que les Français veulent plus bosser. Enfin, c'est pas nouveau, mais là, ils se disent quand même pourquoi je fais un boulot de merde pour engraisser des actionnaires qui me traitent comme de la merde, avec en plus derrière des politiques publiques qui sabordent les services publics pour lesquels je paye des impôts. À quoi ça sert ces conneries? Je vais plutôt aller faire de la poterie dans un coin reculé de l'Ardèche. Ce que font beaucoup de gens. Et j'y trouve du sens. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai arrêté mon travail de designer dans une grande boîte de luxe parisien. Et me voilà, vivant à moitié nu dans mon carton, faisant la manche sur le marché le matin, en chantant des chansons paillardes. J'ai trouvé un sens à ma vie. Alors certains de mes amis s'inquiètent, évidemment, hein, puisque bon, je mange qu'une fois sur deux, quand je mange. Et c'est vrai que l'hiver approche et... j'ai pas gardé de couverture encore, mais bon. Donc voilà, non mais c'est pas mal. Pas de travail, pas d'emploi. Alors, et oui, les bullshit jobs de David Graeber, tout le monde en a ras-le-bol de faire des boulots à la con. 24% des Français en activité estiment que le travail est très important dans leur vie. Donc, il y a quand même un quart des Français qui trouvent que le travail est très important. Ils étaient 60% en 90. Oui, parce que c'était très jus de raisin à l'époque. On découvrait un peu la coke et tout. Bernard Tapie était là pour nous faire des leçons de management. Tu es aussi le manager de ta vie. Toi aussi, tu veux un boulot de merde dans une grosse boîte de merde. Allez, viens. Tu vas gagner plein de brousoufs. C'était la grande époque de la bourse. Tu vois, on se voyait, ah putain, Wall Street. C'est la Fondation Jean Jaurès qui fait cette enquête. Donc, vous êtes plus qu'un quart qui pense que c'est très important le travail dans la vie. Alors, ça dépend de son travail. Moi, j'aime mon travail. C'est vrai que, voilà, cette revue de presse, c'est un plaisir. Vous informer, c'est un plaisir. Essayer d'écrire, c'est plus difficile déjà, mais il faut que je m'y mette. Mais voilà, il y a beaucoup de gens pour qui non, c'est pas très important. Et 64% des 18-24 ans sont favorables à la semaine de 4 jours. Alors ça tombe mal parce qu'il faut travailler plus pour rembourser la dette, les gars, les 18-24 ans.
Si vous voulez... alors, il va falloir vraiment revoir tout, hein, parce que sinon, vous êtes obligé de travailler jusqu'à la mort, et pas 5 jours par semaine, mais 6. Hein, donc, il va vraiment falloir revoir des trucs, parce que ça va pas se passer correctement. C'est People at Work d'un éditeur de logiciels RH. Donc, la semaine de 4 jours avance. Ce témoignage, quand je vous parlais d'aller vivre dans un carton au fond de l'Ardèche, vous voyez, c'est ça. Au premier trimestre 2022, près de 520 000 Français ont démissionné. Du jamais vu depuis 2008. Comme Camille, cette designer de 28 ans qui a lâché le job de rêve dans une grande maison de luxe après 5 ans de pression intense et un burn-out. Faut pas prendre ça trop au sérieux, Camille. Tu designes des trucs dégueulasses qui coûtent beaucoup trop cher pour vendre ça à des gens qui se croient riches, mais ça sert à rien. J'avais le sentiment de tous les jours avoir à déplacer des montagnes. Mais des montagnes de quoi? Peut-être des montagnes de merde. Et c'est bien tout le problème. C'est quand tu as fait ton burn-out, tu t'en es rendu compte. Après un long congé maladie et une psychothérapie, quand même, hein, Camille a été ravagée par son job de merde, la jeune femme s'est inscrite dans un atelier de céramique. Et cet après-midi, j'ai fabriqué 4 porte-savons, sourit-elle. Toi, t'es designer. Hein. Ça se voit. Ils sont beaux, tes porte-savons, Camille. Je vais gagner beaucoup moins, mais je ne fais plus confiance aux grandes boîtes. Et puis, j'ai grandi en pension loin d'une maman qui travaillait beaucoup. Moi, je veux voir mes enfants. Ça, c'est le truc le plus important. Évidemment, prendre du temps pour soi et les siens et arrêter d'engraisser des actionnaires qui vous tapent sur la gueule. Ça me paraît plutôt bien. Mais voilà, c'est le Figaro qui t'expliquait après que c'était vachement bien d'avoir 2 métiers. Hein, le bonheur d'avoir 2 jobs. Sauf que quand tu as un job qui te ravage la santé, de manière psychologique ou physique, puisqu'il y a des métiers qui sont physiquement durs et qui font que le corps lâche au bout d'un moment, voilà, à un moment, c'est normal. C'est normal que ça pète. Voilà. Ah mais oui, les SDF dans les tentes, t'as tout à fait raison, vont être les nouveaux start-upers du climat. Les mecs ont tout compris. Vous voyez la sobriété. Et encore, la tente Quechua, c'est un peu consommé, un peu. Hein. Je pense que tu pourrais réutiliser le carton de... Voilà. Merci, tu montres l'exemple. Oui, mais quand il pleut, ta gueule. Merci. Pendant que le mec est en col roulé à 25 degrés à t'expliquer qu'il faut faire des économies. Mais fais des économies de gestes, déjà. Ce serait déjà un truc super. J'en ai assez de ces diplômés des meilleures écoles qui, plutôt que se renseigner sur le contenu du poste et d'afficher leur motivation, préfèrent parler d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de télétravail ou de bilan écologique de l'entreprise. Ça, c'est un DRH en crise. Oui, les ressources humaines ne comprennent plus les jeunes étudiants qui arrivent et qui ne veulent pas bosser dans leur grosse boîte parce qu'en fait, ils s'en foutent. Avant, c'était facile. Le mec, il sortait d'HEC, de l'ESSEC, il faisait un truc. Bon, tu lui disais, tu vas travailler comme un sourd et tu vas te faire taper dessus et ensuite, tu seras associé, comme l'autre con là-bas qui est chauve. D'accord. Et d'ici là, voilà, tu es bien payé, tu peux t'acheter un costume, une maison, un crédit, une grosse voiture, tu fais le riche, quoi. D'accord. De toute façon, je suis riche, mes parents étaient riches, déjà, ils m'ont payé des études. Oui, bon, voilà. Mais là, non, même chez les riches, ça va plus. Ils veulent plus faire des boulots à la con. Alors, qu'est-ce qui se passe? À croire qu'ils n'ont ni l'ambition, ni envie de faire carrière. Mais ça veut dire quoi, faire carrière? Ça veut dire quoi, faire carrière? Réussir sa vie, c'est avoir un costume trop étroit et zozoter et raconter des conneries? Se mettre plein de thunes de côté parce qu'on a volé plein de gens? Bon, allez. Mais non, c'est trouver un sens à la vie du management. C'est magnifique. Tiens, par exemple, vous travaillez dans un cabinet de conseil. Bon, vous servez globalement à rien, à part faire des économies et des plans de licenciement à des grosses boîtes. Bon, mais on vous explique que c'est super bien parce que c'est pour la croissance et que, vous apportez des méthodes américaines. Ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Creuser des trous dans le sol ou tenir un flingue. Il faut choisir son métier. Tu vois, il y a ceux qui creusent et il y a ceux qui ont un flingue dans la main, quoi. Mais voilà, ce DRH d'un grand groupe est remonté. Il pointe aussi le comportement limite d'une frange non négligeable de la jeune génération. Absence sans prévenir, à un entretien d'embauche. Oh, je viens pas. Ah ouais, retard dès le premier jour de travail. Ah bah, c'est à cette heure-ci qu'on arrive. Ah bah, salut, bonsoir, hein, bon week-end. Hein. Ouais, vous avez tous eu ces réflexions quand tu pars à 17h parce que t'en as rien à branler et puis tu dis, putain, je vais pas rester faire semblant jusqu'à 18h. Je vais aller prendre l'apéro. Et t'as toujours le mec, salut, bonne soirée. Ouais, je t'emmerde. J'ai fini ma journée de merde, hein, salut. Ah, la vie de bureau, c'est un truc. Ça me manque pas. Hein. Mais j'en ai fait, hein. Mais ça me manque pas.
Et puis, l'absence... Voilà, visioconférence annulée au dernier moment. Ouais, ça, en même temps, c'est normal. Parce que le nombre de visioconférences où tu lances le truc, puis après, tu vas prendre ta douche, tu reviens de temps en temps, tu fais... Ouais, je suis d'accord avec John. Ouais, très bonne idée. Par contre, il faudrait qu'on en reparle à la prochaine réunion. Ouais. Attends, je vais mettre un caleçon parce qu'il faut que j'allume la caméra. Ouais. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est... Voilà. Et puis, décision de jeter l'éponge après 2 semaines à peine, ou passage sans crier gare à la concurrence. Enfin, voilà. Donc, les DRH sont vraiment perdus. Il n'y a rien de pire que les entretiens d'embauche avec les DRH. Ils te posent des questions cons. C'est quoi, selon vous, vos pires défauts? Moi, j'aime la violence. J'adore faire du mal aux animaux. Et parfois, j'aime bien aussi me battre avec des inconnus. D'accord. Et sinon... sinon, j'aime bien les films d'horreur. Mais c'est pas un défaut. Putain, mais non, mais les entretiens d'embauche avec les DRH. Oui, vous voyez où dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois sur un tas d'argent énorme, dans une fusée en direction de Mars. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est chaud quand même. C'est toujours un moment d'anthologie. C'est qui, Steak Tartare? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je me moque de qui? 80% de mon auditoire. Mais je me moque de tout le monde, en réalité. Mon Dieu. Quand je lis le chat, des fois, on tombe sur des trucs. Oui, dans ton cul... Ouais, alors ça, Ragtime, on sent le mec qui a fait du métal. Hein. La question, tu te vois où? Tu réponds pas dans ton cul à un DRH. Hein. Mais même si tu as très envie, et même si tu y penses fortement, c'est évident. Mon pire défaut, j'ai voté 4 fois Macron. Non, c'est pas un défaut, ça. Je sais pas alors, je crois que j'en ai pas. Vous êtes embauché, vous êtes formidable, merci. Non mais voilà, franchement, moi je vois en Ardèche faire des châteaux de boue. Bah oui, c'est ça. C'est un troll. Steak Tartare, mais c'est vrai, c'est un troll lui. Bon, écoute, si ça lui fait plaisir de venir se faire du mal. En tout cas, merci à tous. Tiens, je profite du passage de troll pour vous remercier, vous qui êtes fidèles. On est 21 000 followers sur la chaîne Twitch maintenant, plus de 885 abonnés. N'hésitez pas à partager bien sûr le lien de ce stream, à en parler autour de vous et à en faire un relais maximum. Le bouche-oreille, c'est formidable. Et puis, comme je vous l'ai rappelé hier, si nous faisons 2000 chaque jour pendant une semaine, il y aura la spéciale, l'émission culinaire du monde moderne avec des recettes phénoménales que nous vous préparons avec invités. Tout ça, bien sûr, seulement si on arrive à devenir un stream qui compte. Un stream qui compte dans la vie des Français. Et pas seulement dans la vie des modernos, parce que je sais que c'est un stream qui compte dans votre vie, mais nous devons aller au-delà et étendre cette communauté. Et... Ah putain, le père Poulain, bordel. En tout cas, qui a fait une... Ouais, bien sûr, attention à tous ceux qui ont fait des burn-out, dépression pro, déménage en Ardèche, et maintenant je travaille mi-temps et je m'occupe de ma fille, et c'est la belle vie. Oui, heureusement. Et je dis que... mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu crois... Pourquoi je suis venu, moi, dans la Drôme? Pareil, parce qu'à un moment, tu te dis, qu'est-ce que je fous dans cette grande ville où on peut plus circuler, où les rats sont plus nombreux que les habitants, où la violence est endémique, où la pollution fait que mon espérance de vie diminue d'un an tous les 5 ans. C'est pas possible, en fait. Bon, voilà. Donc, voilà. Ce stream compte. Yes. Mais il faut être lourd. On va être lourd. On va faire du lourd. Donc, il faut rappeler d'ailleurs, à propos des burn-out, c'est François Ruffin qui avait pris le sujet à bras-le-corps lorsqu'il avait été élu député la première fois. Il avait poussé pour qu'il y ait une loi, hein, bien sûr, pour encadrer, pour faire en sorte que ce soit reconnu comme une maladie professionnelle et avancer sur ce sujet. La Macronie lui avait rionné en disant « Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, une loi sociale, mais bordel !» Oui, donc, non, franchement, on ne peut pas compter sur ces gens-là pour faire en sorte que la société aille mieux. Avec plaisir, je bois le pastis quand vous voulez. On va faire des événements, David. On peut faire des porte-savons partout. C'est vrai, mais dans la Drôme, on les fait mieux. Et puis, je fais pas de porte-savon. Je fais une revue de presse, moi, tous les matins. Hein, comme ça, moulé, bien comme il faut. Avec, c'est de mieux en mieux, quand même. Là. Rappelez-vous les premières... quand même, on revient de loin. Et c'est vrai que ce matin, ça a encore un peu craqué, mais le réseau tient mieux.
Donc courage à ceux qui ont fait des burn-out, qui sont coincés encore dans des bullshit jobs. Et bien sûr, il n'y a pas de choses inéluctables. C'est-à-dire qu'on peut changer de vie quand on... C'est pas évident, évidemment. Je pense que quand Camille fait des porte-savons, elle a peut-être un soutien financier qui lui permet de passer d'une échelle de vie à une autre. Parce que le problème, évidemment, c'est financer sa vie, celle de ses enfants, et on a besoin d'argent. Et le travail, c'est pas forcément un plaisir. Voilà, donc gros dossier du Figaro sur le travail qui m'a... Ah oui, Véran et son burn-out, putain, j'avais oublié, vous êtes bon. Mais il a regardé un arbre et puis c'est allé tout de suite mieux. Mais il était à ça du burn-out, un hôpitaux. Et puis ça va bien. C'est super la revue de presse, merci. Non mais arrête. Le CAC 40 a besoin de vous, c'est vrai. Alors, je continue. Aïe. Elisabeth Borne est attendue à Alger avec 16 ministres. Alors, c'est le service après-vente, hein, parce que Macron a dit des conneries, il est allé faire son chef Macron et tout, il a pris la petite, c'était la chanson d'introduction de la revue de presse. Le chef du gouvernement prépare sa première visite à l'étranger. Alors, c'est la première visite d'Elisabeth Borne à l'étranger, c'est à Alger et c'est avec 16 ministres. Alors là, vous avez la crème de la crème. Alors, attendez, je vais plutôt me mettre là en mode lecture personnelle. Hop. Voilà, elle est attendue dimanche en Algérie. Elle sera entourée d'une délégation conséquente pour sa première visite à l'étranger. Pas moins de 16 ministres l'accompagneront pour continuer de ressouder les liens entre Paris et Alger. Cela montre l'étendue des sujets qui seront évoqués. Voilà, un déplacement de 48 heures qui est préparé depuis plusieurs semaines, depuis la visite de Macron en réalité. Bruno Le Maire sera du voyage, en col roulé j'imagine, peut-être même en jogging. Bah oui, pour l'avion, hein, on s'habille correctement, hein, voilà. Mais également Gérald Darmanin. Vous aurez Catherine Colonna aux affaires étrangères, Olivier Dussopt au travail, Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique, Pape Ndiaye à l'éducation ou encore Rima Abdul-Malak à la culture. Il s'agit de participer à la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau, le CIHN, qui est une instance entre la France et l'Algérie pour se mettre d'accord sur des trucs où on n'est pas d'accord. Voilà, c'est un format qui rassemble les gouvernements algériens et français, qui n'a pas été réuni depuis décembre 2017, parce que bon, la relation s'est quand même pas mal dégradée depuis que Macron a été élu, hein, il a fait quelques annonces un peu... voilà. Jean Castex devait y aller en avril 2021, mais il n'a pas pu parce que finalement il y allait avec quasiment personne. Et les mecs ont dit non, nous on veut des gros ministres, on veut pas que l'autre là avec son accent là. Et donc ça s'est pas fait. Donc voilà, là ça repart du bon pied. Alors évidemment ils y vont pour parler du gaz et des visas, même s'ils disent que c'est pas pour ça. Matignon affirme que la jeunesse sera au cœur de ce déplacement pour garantir plus d'opportunités éducatives, économiques et culturelles dans le cadre du nouveau pacte pour la jeunesse, bien sûr, qui a été annoncé cet été. C'est le truc de Macron quand il allait écouter du rail. Personne n'a suivi, mais c'est pas grave. Donc lundi, elle visitera le lycée français international Alexandre Dumas. Et ensuite, on parlera d'écologie, d'égalité des chances. Et puis, elle parlera des membres de la société civile algérienne. Voilà. En amont, forum d'affaires algéro-français. Plusieurs chefs d'entreprise seront intégrés dans la délégation. Et puis, il y aura un renforcement, bien sûr, de la relation économique. La question énergétique sera évidemment dans toutes les têtes, alors qu'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a affirmé en outre que des annonces seront faites prochainement sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien à la France. En gros, c'est un deal visa contre gaz. On a eu pétrole contre nourriture en Irak. Nous, on fait visa contre gaz avec l'Algérie, puisque sinon, ça va craquer. Mais ça s'appelle une visite diplomatique. Alors c'est un déplacement bien sûr beaucoup plus large, dialogue soutenu évidemment, le mémorial des martyrs pour y déposer une gerbe, puis au cimetière européen de Saint-Eugène, même si le sujet mémoriel est le précaré
du Présirois. Hein. Évidemment, seul Macron peut parler de la relation tragique et amoureuse entre la France et l'Algérie. Voilà, elle est obligée de se taire. Et puis, il y aura l'épineux sujet, bien sûr, de la restriction des visas décidée par la France en septembre 2021. Voilà, c'était une mesure pour un peu forcer les pays du Maghreb à accepter les laissez-passer consulaires dans le cadre des reconduites à la frontière, puisque quand on a des OQTF, eh bien, elles ne se mettent pas en place, il y a un refus, enfin c'est compliqué, donc Darmanin va être un peu occupé et ne pourra pas aller boire de café tranquillement à la terrasse de café algérien. 50 ans du FN, c'est dans le Figaro. Jean-Marie Le Pen, la mémoire encombrante du RN. 50 ans. C'était en 72, à la Mutualité, qu'était lancé un petit parti, le FNUF. Regardez, ça ressemblait à ça. Oh, bordel. Ah oui, c'est une autre époque. Hein. Ah là, ça déconnait pas. Hein. La petite pochette, le bandeau sur l'œil, que des mecs... avec nous, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, Macron, c'était avec vous. Hein, mais c'était déjà trop tard. Et là, c'était quand même un slogan « avec nous ». Avant qu'il ne soit trop tard. Alors, est-ce qu'il est trop tard? Non, puisque le Rassemblement national prospère 50 ans après, même si l'épineuse question historique reste évidemment, puisque c'était le 5 octobre 1972, la rue de Grenelle, située dans le 7e arrondissement parisien, fourmille. Dans la salle des horticulteurs, une poignée de militants sont réunis pour acter la fondation du Front National pour l'Unité Française, le FNUF. C'est comme si tu disais SNUF, mais FNUF. Le FNUF. Moi, j'aurais gardé FNUF. C'était plus sympa que FN. Je milite au FNUF. Bienvenue au FNUF. On va FNUFer. Ben voilà. Mais donc, et il est devenu Front National tout court, le FNE. Alors que le FNUF était plus sympa. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen, ancien député poujadiste et figure des milieux nationalistes, est choisi pour présider cette nouvelle alliance des mouvements d'extrême droite autour de la table des personnalités hétéroclites et sulfureuses. Parmi elles, François Brignot, nouveau vice-président du mouvement et ancien milicien. Roger Olindre, ancien résistant engagé au sein de l'OAS. Nommé secrétaire adjoint Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS, ah bah oui, au sein de la division Charlemagne, ou encore Georges Bidault, successeur de Jean Moulin au Conseil national de la Résistance, le CNR. Et oui, parce que Jean-Marie Le Pen avait voulu, dans un esprit de concorde, réunir gaullistes résistants et collabos. Alors quand même, ça fait tâche, t'avais quand même un ancien Waffen-SS, c'était plutôt pas mal. C'était il y a 50 ans, aujourd'hui le Front National n'est plus, mais il célèbre tout de même son jubilé, puisqu'il va y avoir un colloque le 6 octobre à l'Assemblée, au Rassemblement National. L'évocation de la salle des horticulteurs et des participants à l'événement reste implicitement ce que l'on tait. Et oui, c'est un peu l'héritage douloureux, enfin... l'héritage honteux, on va dire, puisque Marine s'est séparée de son papa. 94 ans quand même, le père Le Pen, il est toujours là. Le menhir, à montre-tout. Oui. Et parfois, ils vont, t'as les élus RN qui vont le voir quand même en loose day, hein, pour voir un peu comment ça va, parler un peu de l'actualité, etc. Et puis se rappeler d'où il vient. Jordan Bardella, par exemple, dit que lui, il n'a jamais connu le Front National de Jean-Marie Le Pen. Il a milité parce qu'il connaissait Marine Le Pen et ce qui est devenu le Rassemblement National. Et vous regardez, la jeune génération, évidemment, n'a pas connu le Front National et fait tout pour éviter de parler des racines plutôt sulfureuses de ce parti où vous aviez un mélange plus qu'hétéroclite autour de Jean-Marie Le Pen. Donc, célébration étonnante. Alors, hop, pardon. Voilà, on va maintenant parler de la mise en examen d'Alexis Kohler, maintenu à l'Élysée, évidemment. Et c'est un article du Figaro. Plus Alexis Kohler apparaît judiciairement fragilisé, plus il semble politiquement renforcé. C'est étonnant. Hein. Ah oui, le théorème s'est encore vérifié lundi. Hein. Mis en examen depuis le 23 septembre, donc ça fait une semaine, pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC, via la famille Aponte. Le secrétaire général de l'Élysée a aussitôt été confirmé dans ses fonctions au sommet de l'État. Il conteste avec force avoir commis tout délit.
Et donc, ces avocats font valoir, bien sûr, l'innocence de leurs clients. Il a été placé simplement sous le statut de témoin assisté, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, pour trafic d'influence, toujours dans ce même dossier. Homme de l'ombre au service d'Emmanuel Macron depuis 2014. L'inamovible bras droit d'Emmanuel Macron qui monte au créneau. Il est d'une probité exemplaire. Hein, c'est ce qu'avait dit le président de son proche collaborateur. En 2020, lorsqu'il a signé un courrier de sa main, eh oui, de sa main présidentielle, pour le dédouaner tout simplement de toute intervention illicite durant leurs années à Bercy. Et puis lundi, lorsqu'il a choisi de le maintenir à son poste, nouveau rebondissement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas gouverner sans colère. Et là, ce serait... vu que lui... Avec les cours de théâtre de Brigitte, c'est l'acteur, il prend la lumière, mais c'est Alexis Colère qui décide de tous les trucs un peu compliqués, toi. Donc il peut pas... MSC Mediterranean Shipping Company, c'est un peu la nouvelle compagnie des Indes. Ils ont racheté les ports de Bolloré en Afrique, ils sont partout, c'est eux qui organisent tout. Le mouvement des biens et qui vont parler après de sobriété énergétique, avec leurs gros bateaux qui polluent plus que je ne sais pas combien de milliers de bagnoles. C'est une injure à l'institution judiciaire, a fustigé le patron des députés LR, Olivier Marleix, qui avait déjà pointé du doigt les liens de colère avec MSC il y a longtemps de ça. Il va devoir affronter sa hantise, rendre des comptes, voilà, dit Mathilde Panot, pour prise illégale d'intérêt. Une douzaine de personnes ont été entendues. L'affaire qui traîne sur les étagères depuis la justice depuis le 4 juin 2018, le PNF avait ouvert une première enquête préliminaire sur, bien sûr, le fait que Alexis Colère a profité de sa situation à Bercy au sein de l'Agence des participations de l'État et au cabinet du ministère de l'Économie et des Finances pour favoriser la Mediterranean Shipping Company, la MSC, fondée et dirigée par les cousins de sa mère, tout simplement, la famille Aponte. Au cours de l'enquête, une douzaine de personnes ont été entendues par la brigade de répression de la délinquance économique, dont Alexis Colère. Ces investigations, à l'époque, avaient donné lieu à la rédaction de 2 rapports de police successifs contradictoires. Et oui, parce qu'il y avait un peu de pression politique, évidemment. Pourtant, après 1 an d'enquête, le PNF conclut par un classement sans suite, le 21 août 2019. Mais c'est sans compter sur Anticor, qui a déposé quelques mois plus tard, en juin 2020, une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris. Et c'est cette plainte qui a prospéré et qui arrive à la mise en examen sous statut de témoin assisté d'Alexis Colère, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Est-ce qu'il y a une justice ? Je sais pas, on est dans un pays quand même où un juge pédocriminel qui proposait sa fille de 13 ans sur les réseaux sociaux à violer à des inconnus a vu sa peine réduite encore par le tribunal de Besançon en disant c'est pas grave, juge dijonnais d'ailleurs dans les affaires familiales. Donc on est loin du compte, mais bon, globalement c'est assez terrible. Des profs contractuels s'estiment jetés dans la fosse au lion. Ah oui, alors tu as fait un entretien d'embauche, ça a duré 3 heures. Tu as eu un petit tuto sur comment enseigner les maths à des élèves qui n'en ont rien à foutre et qui sont sur TikTok toute la journée. Et puis tu arrives dans une classe de 25 élèves multiniveaux. Et là, tu te dis, peut-être que j'avais envie de faire ce métier, mais peut-être pas en fait. Peut-être que je rêve de l'Ardèche secrètement et de faire des porte-savons. Peut-être que j'en ai rien à foutre de ces gosses, ils sont trop cons. Peut-être que je vais arrêter là tout de suite. Et tu te barres. Et ouais, et il y en a plein qui ont fait la rentrée et qui ont déjà lâché le poste en disant « Non mais franchement, c'était bien, mais c'était pas pour moi. Enfin, je vous remercie de la chance que vous m'avez donnée, mais bon, globalement, c'est pas ça. » Alors voilà, l'objectif c'est d'être titularisé et de retour dans une classe en septembre pour certains qui sont partis. Si je continue aujourd'hui, c'est pour ne pas abandonner mes élèves. Mais je trouve que nous ne sommes pas respectés par l'institution. Ça, en même temps, vu la façon dont le recrutement s'est fait, bon. Et elle choisit de rester. Elle passerait bien un concours, mais quand est-ce que j'aurai le temps de le préparer ? Parce que c'est du boulot, parce qu'à longueur de plateau, les mecs te disent que les profs sont des filles admirants, qu'ils ont trop... Non, c'est un boulot où tu n'as pas le temps. Tu es soit devant des élèves, soit tu corriges des copies, soit tu... Enfin, tu n'as pas beaucoup de temps en réalité. En tout cas... Isabelle, malgré sa démission, elle réfléchit à tenter un master métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation quand même, ou à retenter dans le privé. Je pense toujours que ce métier est fait pour moi, hein. Mais cette première expérience m'a un peu coupé dans mon élan, je n'ai pas de rancœur, on m'a donné ma chance, c'est la manière dont ça a été fait qui ne me convient pas. Alors les prénoms ont été changés évidemment, mais vous voyez que le foutage de gueule de ces profs contractuels va se poursuivre, vous aurez de plus en plus de démissions au cours de l'année, des gens qui évidemment vont comprendre que c'est une entourloupe.
Et voilà. Soljan qui n'explique: je suis prof, j'ai passé le concours, j'ai enseigné 1 an avant de me mettre en dispo, j'ai fui et je cours encore. Voilà. Quand vous êtes face à élèves, c'est pas du tout la même chose qu'être dans un rectorat, être ministre ou expliquer que c'est des feignants les profs. Il faut voir le boulot physique que c'est, parce que c'est physique. Quand vous avez une classe de gamins qui sont pas là pour écouter ni pour apprendre, parce qu'ils en ont rien à foutre, parce que c'est voilà, et qu'il faut quand même les passionner, arriver à leur transmettre des trucs. Eh ben, c'est pas fait pour tout le monde. Et au bout d'un moment, bah, ça fait de la démission, évidemment. Et c'est pas Papa Ndiaye qui va y comprendre quoi que ce soit, puisque lui, il est là pour la médaille. Hein. Et puis pour faire décoration, c'est pas non plus un ministre comme François Braun qui va changer quoi que ce soit. Le Figaro qui alerte sur le risque de faillite avec la flambée des prix de l'énergie. Bah oui, plus d'un patron sur 10 envisage de réduire ou d'arrêter sa production en raison de l'envolée des factures de gaz et d'électricité. L'État, c'est-à-dire la poche des Français, est appelé à la rescousse. Il ne faut pas croire que c'est l'État qui fait les choses. Non, c'est ce que nous prend Macron dans la poche pour aider les mecs qu'il a mis dans la merde. Et oui, des factures multipliées par 4, voire par 10 pour ce restaurateur. Ah là 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 là, comme pour ce dirigeant d'une entreprise qui consomme beaucoup d'énergie pour sécher du lait. La situation devient intenable. Alerté par ses adhérents, le MEDEF en appelle au pouvoir public. Des sous! On veut les sous des Français pour sauver la libre concurrence, le marché non faussé. Bien sûr, pas de problème. On va leur faire les poches comme d'habitude. Et puis on va leur expliquer qu'il faut bosser jusqu'à 65 ans. Hein? Et si c'est possible, 5 à 6 jours par semaine. Bah oui, évidemment, il faut sauver le pays. Mais ça passe! Ah bah oui, ça passe. Bah, je suis con, ça passe. Le maire, Bruno, reçoit justement mercredi les énergéticiens accusés de ne pas jouer le jeu. Ah, il va fustiger. Oh là là, mercredi, il va fustiger Bruno. Un coup, il demande gentiment: vous pouvez être gentil? Et puis un coup, il dit: vous n'êtes pas gentil, je fustige. Et puis après, bah, les mecs, ils sont pas gentils, puis ils font: salut, à la prochaine. Pas mal ton col roulé. Hein. J'aime bien le motif avec Mickey là au milieu. Ah ouais, oui, bah moi aussi, j'aime bien. C'est une amie qui m'a tricoté ça. J'adore Mickey. Putain, c'est notre pays. C'est chaud. Donc voilà, le problème, vous allez voir, c'est que les Allemands jouent pas le jeu. Et pourtant, les mecs veulent des conditions d'équité européenne, mais 200 milliards d'euros que l'Allemagne a mis en place, ça passe moyen. Hein. Les mecs, à chaque fois, on fait un truc, bon, on est solidaires, puis t'as les Allemands qui font, ouais, c'est ça, ouais, avec nous. Non, mais tous ensemble. Ouais, avec nous. Ya, solidaire. Ya, Zarkraut, solidaire. On parle des 200 milliards de l'Allemagne dans un instant. Tant que vous êtes là, essayez de faire qu'on soit 2000 ce matin. Ce serait chouette de faire 2000 toute la semaine comme ça. Eh bien, on aurait cette émission culinaire formidable. Et pour ça, il suffit simplement de partager le lien de ce stream en disant que vous êtes en train de le regarder. Et que c'est super. Éventuellement, enfin si vous trouvez ça bien, parce qu'après, bon, il y a des trolls qui trouvent ça nul, mais voilà. La facture du Covid. Tiens, parce qu'il n'y a pas que la facture des vaccins périmés qu'on jette à la poubelle, plusieurs millions, qui auraient pu servir à l'hôpital. Non, il y a aussi la facture du Covid. Parce que oui, on a flingué l'économie pour sauver tout le monde. Hein. Mais du coup, on a sauvé... Bah, ouais, vous allez voir, mais c'est un truc quand même, c'est pop. En 2023, l'État va consacrer 6,6 milliards d'euros pour amortir la dette Covid. Oui. Et 2,3 milliards pour financer les appels de garantie sur des prêts consacrés au cœur de la crise sanitaire. Un total de 8,9 milliards, l'équivalent des crédits du ministère de la Justice. Ah, voilà. 1,8% de l'ensemble des dépenses du budget 2023 est ainsi fléché vers la colossale facture du Covid. Fléché. Hein. C'est Bruno, il a mis des petites flèches. Entre les ronds où il faut bien se tenir autour pour ne pas se crachoter ces petites gouttelettes et puis les petites flèches pour flécher la dette, on y est bien. Alors, selon les projections budgétaires, vous allez voir, c'est un truc assez dingue. La charge liée à l'amortissement de la dette Covid continuera ensuite d'osciller autour de 6 milliards entre 2024 et 2025 et les dépenses pour appel de garantie diminueront doucement. Hein, voilà. Alors, évidemment, les montants sont plus élevés que les prévisions initiales. Après 1,89 milliard en 2022, les textes de l'année dernière prévoyaient ainsi des remboursements entre 2 milliards et 3 milliards d'euros pour les années suivantes. Comment expliquer une telle augmentation, Bruno ? Toute hausse des recettes fiscales nettes par rapport aux anticipations conduit mécaniquement à ce que l'État dote la caisse de la dette publique, la CDP, d'un montant d'autant plus important pour l'amortissement de cette dette. Hein, voilà, c'est ce qui nous explique Bercy.
Or, les recettes ont dépassé de plusieurs dizaines de milliards d'euros les prévisions cette année. Ah, oui. Au total, l'État a décidé d'isoler 160 milliards d'euros de dette Covid dans cette nouvelle caisse et s'est engagé, comme l'Allemagne, à la rembourser en 20 ans, en fléchant une partie des recettes fiscales vers la caisse. Hop, les retraites. Hop, allez, on rembourse la dette. 3 000 milliards de dettes, il va falloir creuser. Hein. Je vous cache pas que les gamins dans la mine, ils sont pas prêts de voir la lumière du jour. Les remboursements sont effectués au fil des affectations de recettes. Ça doit tourner en moyenne autour de 8 milliards par an pour tenir le calendrier prévu d'un remboursement sur 20 ans. Voilà, c'est nous. Nous sommes tenus par une dette que ces idiots ont contractée pour flinguer l'économie française. Et ils t'expliquent ensuite qu'ils protègent, sous la protection, l'État nounou, titrait Challenge, avec en couverture Bruno Le Maire en col roulé. Voulu par Bruno Le Maire, l'opération de cantonnement de la dette Covid n'a aucun impact sur les grands agrégats des finances publiques. Il s'agissait essentiellement d'un exercice de communication afin de démontrer le volontarisme de l'État à liquider le passif de la crise. Le principe fonctionne à merveille, au détail près qu'à défaut d'avoir précisément fléché une recette vers la nouvelle caisse, l'État se contente de lever de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes dettes. Donc on rembourse la dette par de la nouvelle dette. Ça s'appelle une chaîne de Ponzi. Oui, c'est une escroquerie et c'est nous qui payons et nos enfants qui vont payer si on ne sort pas de ce cercle vicieux qui s'appelle la dette, qui s'appelle les marchés financiers. Et voilà, donc les mecs sont très contents d'eux. Donc il y a deux solutions, le jubilé, l'annulation de la dette, ou bien on va rembourser en vendant des reins et des poumons et des yeux. C'est formidable. Donc, il roule la dette, donc d'une année sur l'autre, en s'endettant toujours plus. C'est une fuite en avant d'une politique délétère. Le Mozart de la finance a flingué la France en 5 ans, et en 5 ans qui lui restent, là, s'il reste encore 5 ans, il ne restera même pas les os, même pas. Une partie de la dette Covid a été rachetée par la BCE, mais pas tout. Et puis, ah là là, comment ça, la solidarité européenne? L'Europe face au risque du chacun pour soi? Mais comment ça? Qu'est-ce que j'entends? Qu'il y a des partenaires qui ne veulent pas être solidaires? Eh oui, et comme toujours, c'est les Allemands qui ne veulent pas être solidaires. Ah si, ils sont solidaires avec eux-mêmes. Et oui, les Européens appellent à une meilleure coordination des politiques économiques face à la guerre en Ukraine, alors que la tentation du chacun pour soi ressurgit comme aux premières heures de la crise Covid. Alors si c'est pour nous refourguer des vaccins encore qu'on a achetés parce que Ursula a passé un coup de fil, non merci, on va se débrouiller. Mais non, mais vous allez voir, parce que comme d'habitude, les Français sont les dindons de la farce, ils sont solidaires, mais pour aider les Allemands, puis les Allemands en retour, ils font « Hey, oh, ça va. C'est normal que tu sois solidaire avec nous, c'est nous l'économie qui font tourner la machine. » Donc, niquez. Nous devons faire preuve de solidarité comme nous l'avons fait pour la crise du Covid, plaidait Bruno Le Maire. Décidément, c'est sa fête ce matin, mais en même temps, il est partout avec son pull Mickey. Plaidait Bruno Le Maire lundi à son arrivée à Luxembourg pour une réunion des ministres des Finances de la zone euro. Et puis, il y aura un sommet ECOFIN à 27 aujourd'hui. Il est indispensable que nous fassions les choses ensemble, en Europe, face à une crise énergétique qui va durer, insistait-il. Oui, nous avons besoin d'une stratégie économique globale et nous devons être plus unis, sinon nous risquons la fragmentation de la zone euro. Alors il faut savoir que l'euro est une monnaie qui va exploser d'elle-même. Ça ne peut pas tenir entre le mark d'un côté, les pesos de l'autre, le franc, tout ça ne va pas tenir. La lire italienne, vous allez voir, je veux bien qu'elle ait gagné les élections Meloni, mais elle ne peut rien faire. Les marchés la tiennent par la dette. C'est partout pareil. Donc le taux d'emprunt des différents membres de la zone euro s'écarte dangereusement, c'est le spread évidemment. Les Allemands peuvent emprunter, et ils le font, 200 milliards d'euros de plan d'aide pour l'économie allemande, puisque sans le gaz russe, l'économie allemande s'effondre. Donc ils ont dit hop, nous on fait de la dette, on a les moyens, on est comme les États-Unis, les gens ils veulent bien nous prêter des sous pour rien. Sauf que quand tu es italien, quand tu es espagnol, tu peux pas sortir 200 milliards, pardon. Je parle en millions, c'est ridicule. Non, les mecs sont en milliards en train de faire des trous de dette en milliards. Alors, nouveau plan de soutien national allemand, 200 milliards d'euros dévoilé jeudi, qui fait des vagues en Europe. Bien sûr, il y a des mesures de bouclier pour aider les ménages, mais il y a des doutes sur une rupture de l'équité avec les partenaires européens. On ne peut pas s'éloigner de ce principe d'équité, rappelé pour... Mais putain, mais qui sont cons? Ils n'ont pas compris qu'à chaque fois, les Allemands font la même chose?
Ils font oui, on est solidaires, et puis ils font ce qu'ils veulent. Et après, nous, on rame derrière, et on dit ah ouais, non, mais c'est pour les solidarités européennes, tout ça. On a les pires dirigeants, en fait. Parce qu'à la limite, que les Allemands fassent leur plan en disant ouais, le bateau coule, alors on est en train de gonfler un petit radeau, mais il n'y a que les Allemands qui montent. Hein. Pourquoi pas? Les Français, ils sont là. Mais on avait dit que tu nous aidais à gonfler notre petit radeau. Ah oui, mais toi, c'est... J'ai vu que tu n'as que 2 planches. On va pas gonfler des planches. Salut. Ah bah salut. Donc ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. Mario Draghi, qui était le Premier ministre italien qui va partir, s'est inquiété de ce cavalier seul de l'Allemagne. Face aux menaces communes de notre époque, nous ne pouvons pas nous diviser en fonction de la marge de manœuvre de nos budgets nationaux. Oui, il y a des distorsions dangereuses et injustifiées du marché intérieur. Oui, les mecs découvrent que l'euro, ça ne peut pas tenir et que le marché intérieur a bénéficié surtout à l'économie allemande. Hein, surtout. Alors que l'Allemagne peut se permettre d'emprunter 200 milliards d'euros sur les marchés financiers, certains autres États membres ne le peuvent pas, tout simplement. Et c'est vrai, ils ne le peuvent pas. Voilà, la puissance de feu économique de l'Allemagne. Si vous comparez à la taille de l'économie allemande, c'est proportionné. Bah oui, nous on est riches, donc c'est normal que... On ne prête qu'aux riches, donc c'est normal. Voilà, ça va très bien se passer. Bon. L'État subventionne les prix du gaz, bien sûr, pour les ménages et les entreprises, créant une distorsion de concurrence avec les autres pays. Ah mais pourquoi nous, alors, on n'est pas capable de payer l'électricité pas chère qu'on fait pas cher avant? Parce que nous, on fait semblant de respecter pour bien nous faire dans un plan de sobriété de merde. C'est super. Et principalement fait que ça encourage aussi la consommation au lieu de la réduire, comme s'ils sont pourtant engagés les 27. L'Allemagne freine sur le projet de plafonner les prix du gaz aussi, soutenu par une quinzaine de pays européens. Évidemment, ces sujets devaient figurer au menu d'un dîner lundi soir à Berlin entre Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz. Est-ce qu'il y allait en pull à col roulé? Je ne sais pas, sans doute. Largesse allemande qui contribue à relancer les appels à un financement commun de la réponse à la crise énergétique sur le modèle du plan de relance post-Covid Next Generation EU. Et là, le plan s'appelle Repower EU. Un fonds européen de 20 milliards d'euros qui est sur la table, dont le financement est encore débattu, et plus de 200 milliards d'euros de prêts, encore de la dette finalement, pour essayer de sauver un truc qui est en train de se casser la gueule sous nos yeux. Eh bien, bravo, merci. À propos de dégringolade, c'est Crédit Suisse, une banque qui est en train de peut-être faire faillite. Alors ils essaient de rassurer les investisseurs, mais ils n'y arrivent pas, puisque l'action de la deuxième banque helvétique chute. L'établissement ne parvient pas à rassurer sur sa solidité. Ça pourrait être le nouveau Lehman Brothers. C'est pas aussi pire. Mais bon, ils sont en train d'essayer de maquiller les trucs et de faire que ça passe. Mais là encore, c'est une banque qui va mal. Donc on va demander des sous aux gens, comme d'habitude. Quand une banque va mal, qu'est-ce qu'on fait? On prend dans la poche des gens. Sinon, je ne sais pas si vous aimez les petits pois, le maïs, les petits haricots en boîte, mais Bonduelle se prépare à une pénurie de légumes. C'est peu conspirationniste de dire ça? Non? Qu'est-ce que c'est que conspirationniste? C'est quand tu dis des choses que tu fais croire qu'il y aura des pénuries, par exemple, que le vaccin, des choses qui sont interdites par les règles de la communauté. Alors, n'hésitez pas, si vous aimez les conserves, c'est le moment d'en acheter, puisque non seulement il y aura des pénuries de légumes, mais la crise énergétique menace aussi la continuité des lignes de production. Le spécialiste néerlandais de la conserve a annoncé qu'il cesserait durant 6 semaines sa production pour amortir la flambée des prix du gaz. En cas de coupure ou de rationnement, priorité sera donnée chez Bonduelle aux productions très sensibles comme les salades, devant les légumineuses, les carottes ou les betteraves. Donc non seulement les légumes vont venir à manquer, mais peut-être aussi les boîtes. Donc la filière conserve est en danger. Hein. Il y a eu une sécheresse, et oui, l'impact de la sécheresse qui a fait chuter d'environ 15% les rendements maraîchers. Ce ne sera pas indolore, bien sûr. La dévaluation de l'euro, qui freine les importations de conserves et surgelés étrangers pour pallier à d'éventuels manques. Et puis, on ne sait pas où il y aura des ruptures, car les mouvements de consommation restent incertains. Donc, après la moutarde, fini les petits pois en boîte. Hein, fini les cornichons, fini le petit maïs, fini tout ça, c'est fini. Hop là. Le groupe va continuer à privilégier ses marques Bonduelle, Casgrain et Globus plutôt que les marques distributeurs, 58% de son activité. Voilà.
Et puis il y aura bien sûr des renégociations avec la grande distribution, mais c'est la fin de l'abondance, les amis, hein. C'est le début de la gelance, le début de la caillance et de la fin. Les seuls à faire leur une sur Dupond-Moretti, c'est Libération. Le ministre est prévenu, et oui. On en a parlé tout à l'heure, donc soutien sans concession bien sûr d'Emmanuel Macron. Et pourtant, rappelez-vous, je le remets, ce que disait Emmanuel Macron à propos de la mise en examen des ministres lorsqu'il était candidat. Je le remets parce que c'est vraiment un plaisir. Quand même sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Et voilà. Mais évidemment, mais bien sûr. Mais c'est comme c'est son chouchou, il ne peut pas s'en séparer parce que le mec est trop sympa, il fait des blagues, il est mignon et tout. Au Royaume-Uni, tiens, traversons la Manche et rendons nos hommages à la reine récemment. Non, c'est bon, on passe à autre chose. Non, c'est Liz Truss, c'est déjà fini la fin de la love story. Elle avait pour projet quand même de supprimer une tranche d'imposition des plus riches. Puis dans l'état actuel du Royaume-Uni où les pauvres, enfin les gens en général, ne vont pas pouvoir payer leurs factures d'électricité, elle s'est un peu ravisée, hein, avec Kwasi Kwarteng, qui est son ministre des Finances, qui a dit « Ouais, on fera pas ça tout de suite, en fait. » Voilà. C'est la baisse d'impôts pour les plus riches. Non, c'est pas à l'ordre du jour. Alors que c'était vraiment dans son programme, hein, puisqu'elle voulait être Thatcher Empire. Les Anglais, ils sont dingues, ils sont encore plus fous que nous. Ils votent pour des mecs encore plus tarés que nous, quoi. Parce que tu dis, nous, bon, Cruello, il est borgne, machin, Macron, il raconte des conneries, bon. Mais là, la meuf, elle arrive, elle dit, ouais, je vais être pire que Thatcher. Pouf, elle est au pouvoir. Étonnant, c'est étonnant. Sinon, ce conflit dont on ne parle pas beaucoup, sauf dans Libération, dans le Figaro, heureusement, ça commence à monter, le conflit dans le Caucase, en Arménie, la peur d'un nouveau bain de sang, puisque ça fait 2 ans qu'il y a ces conflits dans le Haut-Karabakh, avec bien sûr des tirs et des échanges de tirs assez fournis entre l'armée de l'Azerbaïdjan d'un côté et l'armée arménienne de l'autre. Malgré la signature d'un cessez-le-feu, on sent bien que ça s'embrase là-bas. Et il y a cette vidéo hideuse que je ne vais pas partager d'exécution par balle qui est absolument glaçante, où des soldats d'Azerbaïdjan tirent sur des prisonniers arméniens. Une vidéo de prisonniers arméniens abattus par des soldats azerbaïdjanais a été diffusée dimanche. C'est un crime de guerre qui a été commis en septembre, qui a circulé sur des boucs Telegram. On voit une exécution sommaire de plusieurs militaires au sol qui implorent et ils sont tirés à vue, tout simplement. C'est une vidéo authentique, selon les autorités arméniennes qui ont authentifié les images. La défenseuse des droits humains arménienne, Christine Grigorian, a déclaré dans un tweet « Nous venons de confirmer l'authenticité de l'horrible vidéo d'assassinat délibéré de prisonniers de guerre arméniens par les forces armées azerbaïdjanaises sur la base de nos données vidéo d'analyse comparative du terrain, des conditions météo et des conversations des uniformes, etc. C'est un crime de guerre. Voilà un crime de guerre documenté dont Ursula von der Leyen ne parle pas, dont nos valeurs européennes finalement ne parlent pas. Les valeurs européennes, c'est variable. C'est-à-dire que tant qu'on peut travailler avec les gardes-côtes libyens pour faire qu'il y ait des camps de torture en Libye, on va le faire. Tant que l'Azerbaïdjan, qui va nous fournir du gaz, fait des crimes de guerre face aux Arméniens, on ne va pas en parler parce que c'est un peu gênant. Donc il y a un 2 poids 2 mesures qui est insupportable. Il faut savoir que dans cette guerre, évidemment, il y a eu des horreurs des 2 côtés. Évidemment, malheureusement, c'est la guerre, donc c'est ce qu'il y a de pire. Ça réveille les pires côtés de l'humanité. En tout cas, il faut parler de ce conflit au Karabakh puisque ça commence à s'embraser un peu partout. Et là, ils sont partis aussi pour une guerre qui dure déjà depuis 2 ans et qui a fait déjà plusieurs centaines de morts. Le rapport Meadows sur les limites de la croissance, c'était en 72, année de fondation du Front National également. Nous pensions que l'humanité écouterait. Et oui, c'était le premier rapport finalement sur ce qui va se passer avec la croissance. En 72, le document prévenait le monde que l'augmentation continue de la production n'était pas soutenable. 50 ans plus tard,
Un des co-auteurs, Jürgen Randers, décrit les scénarios possibles à l'aune de la situation actuelle. Alors, c'est pas super. Vous dites que l'on peut avoir un développement économique basé sur le bien-être. Oui, les gens comme moi sont contre une croissance du PIB par habitant basée sur les énergies fossiles et pour une croissance du bien-être de la population basée sur les énergies décarbonées. Alors, oui, d'accord, on est d'accord. Le bien-être, cela veut dire en partie augmenter le revenu après impôt des travailleurs. Tout l'inverse de ce qui se passe actuellement. Mais une bonne partie du bien-être provient aussi des dépenses publiques par personne dans la santé, dans l'éducation, etc. Là encore, zéro pointé sur nos politiques publiques depuis une trentaine d'années. Et vous augmentez également le bien-être dans une société en luttant contre les inégalités sociales. En augmentant les impôts pour les 10% les plus aisés, qui sont déjà si riches, que si vous prenez 2 à 4% de leurs revenus, ils ne s'en rendront même pas compte. Et ça, c'est vrai. Quand tu as 100 milliards, même si on te prend 4 milliards, tu vois même pas la différence. Mais faut pas toucher. Voilà. Donc c'est dommage. Alors, cela n'a pas été entendu, évidemment. Est-ce qu'il faut parler de décroissance? Non. Croissance verte, sobriété, développement durable, la seule chose qui devrait compter est ceci. Le but d'un pays, par exemple la France, devrait être d'augmenter le bien-être du Français moyen, de la majorité, et pas des 10% les plus riches. Se mène à se poser des questions. Ainsi, si vous construisez une nouvelle centrale nucléaire, est-ce que cela augmente ou non le bien-être de la majorité de la société? Donc beaucoup de choses qui doivent être faites aujourd'hui vont réduire le PIB mais augmenter le bien-être. Eh oui, mais tout ce qui est aujourd'hui n'augmente pas le bien-être. Le décalage du départ à la retraite, le rognage de l'assurance chômage, le fait qu'il y ait de plus en plus de violence dans la société, le fait que l'éducation, les services publics, la santé s'effondrent, tout est fait à l'inverse finalement de ce qui devrait pousser au bien-être des Français. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui pose question. Et puis, est-ce que ça peut changer ? Il est pessimiste et je pense que les 10% des plus riches du monde vont se battre contre l'avènement d'un monde de sobriété, justement. Et ils vont probablement réussir. Et c'est vrai qu'ils ont l'argent, ils ont les médias, ils ont les politiques qui les arrosent de thunes. Et donc, ils peuvent faire en sorte que ce système perdure jusqu'à sa fin, dans un bain de sang, évidemment. Mais pour le moment, ça tient très bien. La plupart des gens sont intéressés par l'argent. Ils sont toujours coincés dans l'idée de la croissance du PIB, qui est pourtant démodée. Et à part l'Allemagne, les partis verts qui ont émergé dans les pays occidentaux ces 30 dernières années ne recueillent que 3 à 10% des votes. C'est pas grand-chose. Et oui. Donc voilà. Je ne pense pas qu'il y aura une grande fin à tout ce que nous connaissons. Le monde deviendra simplement moins attrayant que ce qu'il aurait pu être. Le problème est que les gens s'habituent à un monde qui se dégrade lentement. Et oui, on s'habitue. De plus en plus de conneries sur les réseaux sociaux, de plus en plus de mensonges, de plus en plus de corruption, de plus en plus de saleté, de pollution, on s'habitue. C'est d'une tristesse. Ça passe. Et voilà. Donc il suffisait pourtant de continuer à se battre pour augmenter l'impôt des plus riches afin de réaliser les investissements à court terme qui permettent d'assurer un meilleur avenir pour nos petits-enfants. Merci. Donc le rapport Meadows, un truc qui n'a pas été lu et pourtant ça aurait été utile. 200%. Et ça, c'est pas l'énergie de notre président. Il est à 200% d'énergie. Encore on l'est, c'est le président Macron. Non, c'est le taux d'occupation qui est atteint dans les 4 établissements pénitentiaires français, Carcassonne, Nîmes, Foix et Bordeaux-Gradignan. C'est, voilà, selon le ministère de la Justice, qui a fait une petite enquête. Au niveau national, ce taux est de 118%. C'était 113% l'an dernier. Au manque de places en prison, que voulez-vous que je vous dise ? Ça va être compliqué. Et puis, c'était 19 degrés, il va falloir peut-être un peu moins même. C'est des passoires thermiques, les prisons aussi, donc ça va être chaud. Dans la catégorie, oui, il nous empoisonne, et oui, nous allons mourir, sans doute. Nous allons tous mourir, ça c'est un fait. Mais de quoi et à quelle échéance ? Eh bien, une étude prouve les liens entre cancer du sein et polluants de l'air. Encore une étude qui prouve les liens entre les perturbateurs endocriniens et les cancers. Mais malheureusement, c'est encore une étude qui va finir à la poubelle
Pourtant, les produits présents dans l'air qu'on respire sont susceptibles d'augmenter le risque du cancer du sein chez les femmes. C'était le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard de Lyon et Rhône-Alpes, avec le soutien de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, qui a pris un échantillon de plus de 10 000 femmes, malades et non malades, suivies entre 1990 et 2011. Et si les facteurs génétiques, reproductifs et hormonaux du cancer du sein sont identifiés, ils ne permettent pas d'expliquer l'ensemble des cas. Des études épidémiologiques et expérimentales ont suggéré que l'exposition à des polluants environnementaux, en particulier ceux à effet perturbateur endocrinien, pourrait avoir un rôle dans le développement du cancer du sein. Alors tout ça est dit avec des pincettes, etc. Mais entre l'eau qui est cramée de pesticides, l'air qui est cramé de merde, et ce qu'on bouffe qui est cramé également de pesticides, voilà. Oui, on s'empoisonne à longueur de journée et c'est très difficile de trouver de la nourriture saine ou de l'air non pollué ou de l'eau non polluée. Donc voilà, la pollution de l'air tue chaque année 48 000 personnes en France selon l'ANSES et environ 7 millions à l'échelle planétaire. Des analyses supplémentaires ont démontré un risque plus élevé chez les femmes ayant été exposées pendant leur transition ménopausique, période de sensibilité accrue pour le PAB et le PCB 153, deux polluants classés comme perturbateurs endocriniens. Voilà, donc c'est quand même assez terrible. Cette étude qui confirme, encore une fois, que oui, nous vivons quand même dans un monde de merde. Désolé pour la pub, c'est la plateforme qui fait ça. Vous pouvez vous abonner ou nous suivre ou utiliser des adblocks. Ça permet de ne pas avoir droit à la pub. Et puis, il faut que je revoie quand est-ce qu'ils la mettent parce qu'il y en a trop là. Ça me saoule. Oh! Qu'est-ce que ça? C'est le bison futé de l'électricité qui débarque à la télé. J'avais pas vu encore à quoi ça ressemblait leur petit jingle. Rouge, orange, vert, c'est la sobriété énergétique à l'antenne. Alors comme je regarde plus la télé, c'est vrai que ça fait bizarre. Comment fonctionne le bison futé d'électricité? De drôles de pictogrammes en forme d'éclair. Ce n'est pas une alerte à l'orage, mais l'initiative de France Télévisions et TF1 pour contribuer à lutter contre la crise énergétique qui s'approche, en partenariat avec le gestionnaire du réseau public RTE. Que signifient les pictogrammes éco-watts sur l'écran? Qu'on vous prend pour des cons, globalement. Et que la politique d'Emmanuel Macron est un scandale qui a amené le pays à la faillite. Voilà. Merci, au revoir. Alors, non, ça ne signifie pas ça, Alexis. C'est faux, c'est de la désinformation. Les vignettes qui s'affichent depuis lundi sur France Télévisions et TF1 en forme de bulletin météo permettent de voir en temps réel le niveau d'électricité disponible dans le pays grâce à un code couleur. J'ai envie de foutre des baffes. Mais en toute bienveillance. En toute bienveillance. Mais j'ai vraiment envie de foutre des baffes. C'est... Vert quand le niveau de consommation est inférieur à la production disponible. Orange pour mettre en garde lorsque la production disponible est proche du niveau de consommation attendu. Et rouge lorsqu'il n'y a pas assez d'électricité pour couvrir tous les besoins. Des coupures peuvent alors avoir lieu. Ah bah merci alors. Quels sont les gestes à adopter? Éteindre sa télé? Non? Ah bah non. Non, si le signal est vert, vous pouvez prendre une douche chaude. Si la couleur orange s'affiche, RTE préférerait que vous baissiez le chauffage et que vous remettiez les lessives à plus tard. Enfin, si la vignette rouge apparaît, des coupures locales et maîtrisées d'une durée maximale de 2 heures risquent de survenir. Il faudrait alors arrêter un maximum d'activités énergivores, y compris la télé. Putain! Il y a des gens qui aiment ça, être pris pour des cons. Qu'est-ce que tu veux que Le monde est ainsi fait. Le monde est ainsi monde que tant qu'il y aura des gens qui aiment être pris pour des cons, il y aura des gens qui prendront des gens pour des cons. C'est normal. Et donc voilà, t'as ta petite vignette et t'es là. Allez, je peux aller prendre une douche, c'est vert. Ah non, c'est passé orange. Ah, coupe l'eau, mais je suis plein de savon. Ta gueule! Hein? Il va y avoir des scènes. Mais des scènes. Tu crois que je peux lancer les courgettes? Je sais pas. On va voir, ça passe à l'orange à 20h. Ouais. Putain, les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non mais sérieusement, faut arrêter quoi. À ce niveau de conneries, moi je pense qu'on va encore creuser malheureusement. Hein. C'est ça qui est terrible, c'est que tu dis non les mecs, ils ont atteint leur truc. Non, ils vont aller encore plus loin. Ah là 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 là.
quel enfer ce truc. Je sais pas, non mais franchement, qui va vraiment... Enfin, si, malheureusement, oui, mais non mais je dis qui, mais je sais qui. je sais. Ils ont voté, tout ça, ils sont bien, ils sont quotas, ils sont avec leur petite polaire marquée « Je sauve la planète ». Sinon, ah oui, c'est ce titre des Échos. Les États-Unis, ventre à terre pour servir l'Europe. Qu'est-ce qu'ils sont sympas. Putain, qu'est-ce qu'on ferait sans eux, hein. Putain, ils nous ont sauvés en 45. Ils nous sauvent encore. Je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait sans eux, quoi. Peut-être qu'on vivrait mieux en réalité. Non, si, il y a pas, beaucoup de projets d'installation de gaz naturel liquéfié qui se multiplient dans le golfe du Mexique, sur la côte atlantique également. Et les capacités d'exportation américaines vont sans doute être doublées d'ici à 5 ans pour, évidemment, comme ils ont flingué Nord Stream, on ne sait pas qui a flingué Nord Stream, les Européens ont besoin de gaz, et donc les États-Unis sont là, ventre à terre pour nous servir. Trop sympa. C'est vraiment des mecs, mais ils ont le cœur sur la main, c'est génial. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de gaz, attention, hein, le premier producteur mondial de gaz et le premier exportateur de gaz naturel liquéfié, 6 ans à peine après avoir débarqué sur le marché mondial. En 6 ans, les mecs sont premiers producteurs. Tout va bien. Cette année, les exportations ont été fléchées en priorité vers l'Europe après un accord entre Bruxelles et l'administration Biden. Ursula, oui? Tu fais comme d'habitude? Oui, je mets de côté. Ya. Très bien. Les cantons suisses? Ya. Tout comme d'habitude. Ya. Formidable. À cause du ralentissement de la demande asiatique, chinoise en particulier, les importations de GNL américains en Europe et au Royaume-Uni ont ainsi bondi de 63% au premier semestre. C'est beau ça. À court terme, toutefois, les États-Unis auront du mal à répondre à la demande croissante de GNL en Europe et à une éventuelle reprise asiatique. Sur les 6 premiers mois de l'année, les installations américaines ont déjà tourné à 87% de leur capacité. Donc les Américains nous flinguent, nous vendent leur gaz et ne pourront sans doute pas honorer toutes les commandes de gaz. C'est super. Mais rassurez-vous, on aura à la télé EcoWatt pour nous dire hop, regardez, hop, attention, les États-Unis sont ventre à terre, mais pas assez. Attention, ça va couper. Ah putain, les gens y croient à ces histoires. Ah, et puis là, on va finir en beauté avec Elisabeth Borne. Elisabeth Borne dénonce la propagande russe et ceux qui y succombent, bien sûr, fléchant vers le Rassemblement national et la France insoumise. Même si tout le monde était debout pour acclamer l'ambassadeur ukrainien hier à l'Assemblée nationale, même si les groupes parlementaires ont rivalisé d'idées pour continuer à sanctionner la Russie et ceux qui y travaillent, et jusqu'au bout derrière le peuple ukrainien, et il y a ce beau discours d'Elisabeth Borne, magnifique même, où elle explique que le sujet, c'est comment on partage le fardeau, décrypte un ministre. Le risque, si on accroît l'inquiétude des Français sur ces sujets, c'est de voir le soutien à l'Ukraine s'effriter peu à peu. Le message, c'est qu'on soutient l'Ukraine pour défendre la démocratie face à un type qui part en vrille. Et c'est non négociable. Voilà. Quand je vous parlais d'abrutissement général de la population, c'est un ministre qui parle comme ça. Il ne cherche même pas à comprendre la géopolitique, pourquoi on se fait complètement niquer dans un nouveau plan Marshall qui ne marchera pas, pourquoi l'Allemagne s'en a rien à foutre de la solidarité européenne. Mais là, non, le risque, c'est que le soutien au soutien commence un peu à... Bah oui, tu m'étonnes. Peut-être que les gens vont quand même se rendre compte au bout d'un moment. Alors voilà ce que disait Borne dans son discours. Attention, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez gardé votre café bien au chaud dans l'estomac, mais c'est le moment de... Voilà. Et puis alors, c'est une oratrice de talent. C'est tout de suite, t'es porté par... Mais dans notre réponse face à la Russie, nous devons être solidaires. Solidaires des Ukrainiens qui risquent leur vie pour leur liberté. Solidaires car pour être forts, pour être efficaces, nous devons avancer unis avec l'Europe, avec tous ceux qui partagent nos valeurs. Le président de la République l'a dit, ce conflit engage notre responsabilité à tous. Ah, les valeurs. C'est un membre de la famille européenne qui est agressé, ce sont nos valeurs qui sont attaquées, c'est notre détermination face au nouvel impérialisme russe qui est éprouvée. Ce conflit dure et durera.
Ces conséquences sont concrètes et perceptibles dans toute l'Europe et dans notre pays. Et ben voilà. Et ben voilà. Ce conflit dure et durera. Ses conséquences sont concrètes. C'est nos valeurs de col roulé, hein, avec un petit Mickey dessiné dessus ou pas. C'est un mantra. C'est devenu une prière quasiment. C'est une croyance. Il n'y a plus rien de logique en fait dans ce qui se passe. Elon Musk hier a fait un sondage sur son compte Twitter en disant il faut très vite faire la paix, sinon il va y avoir des milliers de morts pour rien. Et pourquoi pas faire un référendum dans les territoires du Donbass sous l'égide de l'ONU, comme ça il n'y aura pas de questions si les votes ont été truqués ou pas, que la Crimée resterait... Enfin bref, vous regarderez son sondage, il s'est fait traiter de suppôt de Poutine, alors que le mec envoie du Starlink aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se connecter à Internet. Bref, c'est vous dire le niveau de connerie. Donc la bêtise, elle est là. C'est-à-dire, c'est nos valeurs, notre détermination, elle a eu du mal, elle a un peu bloqué sur le mot, à aller jusqu'au bout pour nos valeurs. D'accord. Sachant qu'ils flippent un peu en disant mais oui, mais peut-être que le soutien au soutien va un peu s'effriter quand ils vont voir qu'on ne se chauffe pas et que Zelensky, il est encore en t-shirt à demander des milliards à chaque fois qu'il passe à la télé, quoi. Peut-être. Mais on aura le bison futé de l'électricité et ça n'a pas de prix. Quelle chance nous avons en France. Un pays qui a le bison futé de l'électricité, quand même. Quand c'est une orange, qu'est-ce qu'on fait ? On se douche à l'eau froide? Non, on se douche pas quand c'est orange. Oh là là! Et on ne fait pas tourner le linge. Ah oui. Et quand c'est rouge, qu'est-ce qu'on fait? On éteint la télé. Ouais, c'est ça, quand c'est rouge, on éteint la télé. Tiens, allez, casse-toi. Putain! Ah, j'espère que vous n'êtes pas cons comme ça. Mais c'est un truc de dingue. J'en peux plus, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a trop. Il y en a trop des cons. Attention, ça va couper. Noir. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est noir? Ah bah, on va tous aux abris anti-atomiques. On n'en a pas. Eh bah, tu mets tes mains sur la tête comme ça. Voilà. Et tu comptes jusqu'à 10. Voilà. Oh là là, putain. Merci à tous. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous étiez pas 2000 ce matin, donc on n'aura pas de recettes du monde moderne tant qu'on ne sera pas à 2000 tous les jours. Pourtant, on a essayé, on a tout fait, on a essayé d'aller très loin, très haut. Bon, le réseau a coupé, évidemment, puisque nous sommes déjà en mode sobriété énergétique et république exemplaire, revue de presse exemplaire, devrais-je dire. Je ne mets pas de col roulé parce que il ne fait pas encore assez froid, il faut arrêter les conneries, hein, sinon je vais être tout rouge comme Macron et dégoulinant à m'exciter comme ça. Premièrement, parce que c'est comme ça qu'on s'excite. Deuxièmement, parce que... Et trois, voilà. Donc, je préfère la cravate. Et puis, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire ce matin. En espérant que vous avez aimé ce petit voyage au cœur de l'actualité internationale. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore, c'est la revue de presse du monde moderne, c'est tous les matins un peu comme ça, presque à 9h. Pour les habitués, merci. Vous pouvez bien sûr vous abonner, partager le replay, le lien, il est sur YouTube également, le lendemain, hein, c'est pas le même jour. Tous les jours, 2000, ce sera la tartiflette, bien sûr, la chemise hawaïenne, tout ça sous des lumières et le sunlight des tropiques. N'hésitez pas, bien sûr, à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Il y a Patreon, mais vous pouvez aussi sur le site du Monde Moderne, bien sûr, lemondemoderne.media, Twitch, YouTube, et le Discord et également... nous avons un PayPal maintenant. Et, attention, pour ce merveilleux objet qui s'appelle l'élastique à chibre du monde moderne, l'élastique du monde moderne tout simplement qui brille dans la nuit. Si vous souhaitez le recevoir, et vous êtes nombreux visiblement à vouloir recevoir ce merveilleux objet, voilà, je montre comment il se met, voilà, qui vous permet de faire partie de la merveilleuse communauté du monde moderne, voilà, Merci Pierre, merci, c'est un très bel objet. Il suffit pour cela d'envoyer une enveloppe timbrée à vos noms et adresses à l'adresse du Monde Moderne qui est ici et vous recevrez par la magie de la poste et française, ma foi, ce merveilleux objet. En vous remerciant, merci à tous. N'hésitez pas bien sûr à parler de nous partout où vous pouvez.
Et je compte sur vous pour la suite. Bonne journée, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se quitte en musique avec Vieux Macroniste du groupe Vieux Macroniste, un tube qui soude la communauté du monde moderne dans son amour de la bienveillance. Allez, bis, ciao. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson Vieux Macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux Macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste. CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste. Jeune, vieux macroniste. Ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Vieux macroniste. Ah ça c'est de la chanson.